Bonjour à tous, je m'appelle Claire-Marie Legendre, je suis coordonnatrice à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Euh, et je vais être votre animatrice pour aujourd'hui. On s'attend à avoir beaucoup de personnes. Vous commencez tous à être habitués au bout d'un an de mode virtuel. Donc, on va privilégier pour l'instant les caméras et les micros fermés. Au fur et à mesure de la présentation, notre conférencière interagira avec vous et se tournera vers vous pour parfois vous poser des questions. On va privilégier la réponse à ces questions-là par le chat pour ce qui est de la période de présentation. Et à la fin, lors de la période de questions, on pourra y aller à main levée et vous pourrez ouvrir caméra et micro si vous préférez poser vos questions directement. On tient à vous préciser, les midi-conférences organisées par l'Institut sont tous enregistrés, donc ils seront ensuite rendus disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut et je pense que ma collègue Frédéric va mettre le lien dans le chat d'ici quelques secondes. Par contre, soyez bien assurés, on enregistre seulement la période de présentation et non pas la période de questions, donc vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo. Fait qu'on est très content de vous avoir avec nous pour cette dernière conférence qu'on organise en partenariat avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. On est très content d'avoir pu faire ce partenariat de 5 midi-conférences avec eux qui s'est échelonné du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et aujourd'hui, avec nous, c'est le dernier. Et on espère pouvoir réitérer cette expérience avec eux très prochainement. Juste un petit mot, toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir dans les prochains jours la présentation d'aujourd'hui en PowerPoint, le post-sondage. Ça nous aide toujours quand vous prenez quelques minutes pour remplir ce sondage-là parce que ça nous permet de nous améliorer. Et le lien de la vidéo sur notre chaîne YouTube vous sera envoyé aussi. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, mais qui ne se sont pas inscrites, par exemple, si c'est l'un de vos collègues qui vous a transmis le lien Zoom pour être là aujourd'hui et que vous voulez recevoir tout ça, je vous invite fortement à mettre votre nom dans le chat tout de suite pour que vous puissiez faire partie des gens qui vont recevoir la présentation, le lien YouTube et le petit questionnaire post-conférence. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre présentatrice et ensuite, je vais fermer mon micro et ma caméra et lui laisser tout l'espace pour faire sa présentation. Et qu'on a aujourd'hui avec nous Vanessa Gauthier. Vanessa est intervenante de travail social auprès des jeunes et des personnes migrantes depuis une quinzaine d'années. Elle s'intéresse à l'intervention par le plein air et elle approfondit sa compréhension des bienfaits de la nature sur l'être humain grâce à sa formation de guide de reconnexion nature avec la collaboration de l'université dans la nature. Donc Vanessa, vas-y, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir parler de la nature. Je vais déjà mettre ma présentation. Et j'espère que tout va bien techniquement. Sinon, on me fait signe. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des étonnants bienfaits de la nature d'un point de vue scientifique. Et quand j'ai préparé, ça fait plusieurs mois que je prépare et que je donne parfois cette conférence. Et je me disais, est-ce que étonnant est le bon mot? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, ressentez les bienfaits de la nature. Mais quand on étudie ce que la science nous a démontré, c'est peut-être d'une ampleur qu'on n'avait pas imaginée. Mais d'après moi, vous ne serez pas si étonnés, mais peut-être émerveillés des bienfaits de la nature que, j'ai aucun doute, vous connaissez probablement déjà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les objectifs, ça va être pour nous de réfléchir un peu à votre propre lien à la nature. J'espère que ça va peut-être pouvoir mijoter. Connaître les bienfaits de la nature d'un point de vue scientifique. Donc, on va passer à travers différents aspects. Mieux comprendre aussi ce qui favorise, les moyens qui favorisent la connexion à la nature, parce qu'on peut être en nature de manière, la nature peut être un décor, peut être un loisir, mais quand on connaît les bienfaits, comment y connecter, ça améliore encore plus ces bienfaits-là. Surtout de les comprendre, ça améliore, parce que comprendre que quelque chose nous fait du bien a souvent encore plus d'impact sur nous. Ça nous rend aussi plus autonomes pour y connecter.
et on va explorer un peu, peut-être, comment intégrer la nature dans votre pratique. Vous avez sûrement des pratiques très, très diverses, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui s'intègre dans votre pratique et dans votre vie, je l'espère, personnelle aussi. Donc, voilà, on a dit au tout début que je travaille comme professionnelle de recherche pour le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Donc, très rapidement, le centre universitaire développe, à travers la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle entre le milieu universitaire et les milieux de pratique, développe toutes sortes de réponses, de programmes pour répondre aux besoins de santé mentale des jeunes, donc qui risquent des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Et c'est un peu par l'entremise de mon travail dans le programme Hors Piste, un programme de prévention de l'anxiété, que j'ai rencontré les gens de l'Université en nature qui m'a permis de développer encore plus cette approche-là. L'Université dans la nature, je vous mettrai le lien, je me rends compte que je n'ai pas mis le lien web. L'Université dans la nature, c'est une collaboration entre le Centre RBC et l'Université dans la nature. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faire connaître et valoriser les bienfaits de la nature sur la santé et le bien-être par une démarche rationnelle, expérientielle fondée sur la recherche scientifique. Donc, les gens qui ont fondé l'Université dans la nature se sont rendus compte que la science avait démontré énormément de choses sur les bienfaits de la nature, mais que c'était peut-être assez méconnu, mais surtout que si ces bienfaits-là étaient si importants, il était peut-être temps de les ramener dans nos pratiques, dans nos vies, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos villes. Donc, c'est vraiment de développer le réflexe nature un peu partout parce qu'on aurait énormément d'avantages à reconnecter à la nature dans toutes sortes de domaines. C'est un peu la mission que s'est donnée l'Université en la nature. Donc, pour moi, ça a été fascinant de découvrir ça parce que je faisais déjà, à l'origine, je suis devenue travailleuse sociale. À l'époque, j'ai fait mon bac en travail social parce que je travaillais dans un camp de vacances pour des enfants en difficulté et j'ai découvert à quel point ça les aidait d'être en nature. Donc, c'est un peu ces enfants-là qui m'ont amené à étudier en travail social. Et quand j'ai démarré ma pratique, évidemment, j'ai utilisé le plein air dans ma pratique. Et quand j'ai rencontré les gens de l'Université en nature, c'est comme si ça venait expliquer plein de choses que j'avais déjà expérimentées, mais ça m'amenait encore plus loin. Donc, j'ai décidé de devenir guide de reconnexion nature. C'est un peu tout ce bagage qui me permet aujourd'hui de vous présenter cela. Donc, j'aimerais ça vous demander en quelques mots, peut-être sur le chat, qui êtes-vous aujourd'hui avec nous? Donc, qu'est-ce qui vous intéressait dans la formation d'aujourd'hui? Ça va m'aider aussi. Je peux vraiment, vraiment être intarissable sur ce sujet-là, mais ça va m'aider aussi des fois à guider mes réponses. Mais aussi, c'est quoi votre relation à la nature? En quelques mots, là, vous sentez comment? Là? Quelle est votre relation au quotidien avec la nature? Donc, je lis vos réponses un peu dans le chat. Ça va être votre petit moment pour m'envoyer un peu vos attentes aussi. Je vous lis pas encore, donc peut-être que... Ah! La nature calme et sérénité, reconnexion à soi-même. Adepte de plein air, oui. Pour ma famille et moi, effectivement, j'espère que ça sera aussi intéressant pour votre famille. Étant maman de 3 enfants, ça m'aide beaucoup. Convaincre pour mettre plus la nature dans ma vie personnelle. Contact à la nature qui a émergé très tardivement, c'est intéressant. Sentiment de sécurité, ceux qui m'entourent. Je voudrais vous lire au complet. Décrocher, lâcher prise. Je vous lis un peu en diagonale. Pas assez fréquente. Comment augmenter la motivation dans la nature?
Ben, bonne question. La pleine conscience, oui. Il y a vraiment beaucoup de pleine conscience dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Être entouré, avoir les mains dans la terre. Ancrage essentiel. Super. Je m'excuse, je ferme ma fenêtre. Merci, merci beaucoup. Je suis contente de vous lire. Donc, je continue ma présentation là-dessus. Ça me permet d'avoir une petite idée là, des gens derrière. On va survoler dans les différents concepts à chaque fois des méthodes et comment très simplement, à travers les sens, avoir accès aux bienfaits. Puis à la fin, je vais faire un résumé de comment intégrer ça dans la pratique. Donc, je me lance. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ça me fait plaisir des fois de préciser certaines choses. Pourquoi la nature nous fait tant de bien? C'est intéressant, mais c'est, comme je vous dis, c'est comme un mélange de c'est étonnant et c'est évident en même temps. Un des premiers à avoir parlé de la biophilie, c'est un concept vraiment intéressant qui est M. Wilson, nous a dit que la biophilie, c'est notre tendance innée à chercher des liens avec la nature et d'autres formes de vie, avec le vivant. Donc, les humains, on a quand même pas mal cette tendance-là. En général, c'est d'aller vers le vivant, de chercher ce lien-là. Donc, on est naturellement attiré. Il y a une des raisons pour ça, c'est que l'espèce humaine a passé 99,9% de son temps dans la nature. Donc, on réalise qu'on est complètement fait par et pour la nature. Si on regarde l'histoire de l'humanité et le moment où on a commencé à vivre en ville, d'ailleurs, le mot nature est apparu dans les langues au moment où l'humain est sorti de la nature. Avant, il n'y avait pas ce concept-là et dans beaucoup de langues et de peuples autochtones aujourd'hui, il n'y a toujours pas ce concept-là de la même manière parce que le mot nature, les humains en font partie dans ces cultures-là, puis chez nos ancêtres. Donc, le mot nature est apparu quand on en est sorti, quand on s'est mis un peu à l'extérieur de la nature, mais on a été créé. Génétiquement, on a très peu changé. Notre ancêtre chasseur-cueilleur et nous avons une génétique de 0,005% différente. Donc, ce qui veut dire, c'est que notre corps est fait pour la nature, nos yeux reconnaissent certaines couleurs, notre cerveau fonctionne mieux en nature, comment on marche, comment on ressent les choses, comment nos sens perçoivent, c'était pour notre survie, pour pouvoir se nourrir et survivre en nature. Donc, on est assez mal adapté à la vie qu'on a aujourd'hui, génétiquement et physiquement. Depuis 2008, l'espèce humaine est devenue urbaine. Donc, il y a plus de personnes sur Terre qui vivent en ville depuis 2008 qu'en campagne ou qu'en nature. Et on sait qu'on s'en va vers ça. Là. Au Canada, c'est plus de 60%. Et dans beaucoup de pays, la vie urbaine, c'est quand même assez l'avenir. Pourtant, il y aurait moyen d'avoir des villes, de vivre soit en campagne, de vivre proche de la nature ou d'avoir des villes qui intègrent la nature. Ça serait vraiment une manière de revenir à cette connexion-là. Donc, malgré le fait qu'il y a des milliers d'études qui prouvent les bienfaits, on en est assez déconnecté. On sait en Amérique du Nord qu'à peu près que la moyenne des gens, la majorité des gens passent moins de 10% à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, ce n'est pas en nature, c'est juste dehors. Donc, notre vie est assez déconnectée de la nature. Et là, la pandémie a exacerbé certaines choses. C'est très étonnant ce qu'on remarque. Moi, je travaillais déjà sur ce sujet-là avant la pandémie, mais la pandémie nous a ramenés quand même dehors. Je sens que les gens ont vraiment beaucoup besoin d'être en nature. Mais nos modes de vie sont très sédentaires, très à l'intérieur, avec beaucoup d'écrans. Et il y a une citation qui dit de Richard Louv, peut-être que je vous en reparlerai, qui dit que plus nous aurons de technologie, plus nous aurons besoin de nature. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus évident. Moi, je suis assez convaincue de ça. Pour s'y reconnecter, la première chose qu'il y aurait à dire sur se connecter à la nature, c'est le rythme. Le rythme de notre vie, de notre société est assez accéléré. Pourtant, dans la nature, naturellement, je vais dire ce mot-là des tonnes de fois, je suis désolée, dans la nature, c'est bon de ralentir, donc de revenir à une certaine lenteur.
tout est assez lent. Les arbres poussent pendant plusieurs centaines d'années. Ils vont mettre 200, 500 ans. Les plus vieux arbres ont 5000 ans. La nature est lente. Notre rythme à nous, notre petite vie humaine est très, très accélérée. On est là 80, 100 ans, puis on veut aller vite. Mais revenir à la lenteur, c'est une des leçons que la nature peut nous donner, c'est de s'inspirer de ça, ce rythme-là. Je continue. Un des premiers bienfaits de la nature, c'est vraiment le stress, l'impact que ça a sur le stress. Je vais le répéter souvent, mais c'est quand même un élément important de nos vies. Le stress est, je suis certaine que vous savez ça, mais je le répète quand même, pas juste pour se rappeler. Le stress, c'est une réaction d'alarme à une situation concrète. C'est, en contexte de stress, on va se mettre en mode combattre, fuir ou figer, ce qu'on appelle le fight, flight ou freeze. Et ce mode-là est essentiel. On en a besoin pour pouvoir se défendre, pour pouvoir survivre. Mais de nos jours, on le vit fréquemment, beaucoup, souvent. Et c'est quelque chose qui demande à notre corps énormément d'énergie. Ça va augmenter l'adrénaline, améliorer notre vision, notre ouïe, la force de nos muscles, mais ça va diminuer autre chose. Pendant qu'on est dans le stress, notre système immunitaire, notre digestion, notre reproduction s'arrête ou diminue. On n'investit pas sur ces parties-là dans ce temps-là. Donc, l'état de stress dans lequel on est souvent, et même inconsciemment, je vais en reparler, a beaucoup d'impact sur notre santé mentale puis notre santé physique. Puis l'exposition à la nature, quand elle se fait dans la tranquillité et la lenteur, envoie le signal à notre corps qu'il est en sécurité et qu'il peut investir dans notre système immunitaire. Ça, c'est Minko qui est vraiment passionnante à écouter si vous voulez écouter ces conférences. Donc, on sait vraiment que quand on se met en mode détente, c'est là le défi parce que parfois, on va en nature pour faire du sport. Moi-même, la première, je fais du cardio plein air. J'adore pour être dans le bois, pour courir ou monter une montagne. Pourtant, la détente va vraiment nous faire beaucoup de bien et ça va vraiment ça va augmenter les effets qu'on peut avoir, les bienfaits de la nature. Donc, essayer de rechercher la détente, c'est une chose importante. On observe aussi dans une marche en forêt une augmentation du nombre et de l'activité des cellules anticancer et une diminution du taux de glycémie, qui sont des recherches qui ont été faites comparativement à la ville. Donc, la même marche en ville n'aura pas ces effets-là. Donc, ça, c'est quelques effets sur la santé. Les capacités cognitives. Alors, notre cerveau fonctionne particulièrement différemment en nature. Il fonctionne mieux. Notre cerveau fonctionne mieux et les ondes stimulées sont différentes. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la vue de la nature va stimuler les ondes du cerveau de l'empathie, de la stabilité émotionnelle, de la mémoire et des sensations agréables, alors que la vue d'un paysage urbain stimulerait davantage les ondes associées à l'impulsivité, à l'anxiété, à la dépression. Les taux d'anxiété et de dépression sont clairement plus élevés en ville, mais il y a plein de réponses à ça, il y a plein de raisons à ça. C'est certainement pas que la nature, mais c'en est une. Et on sait qu'entre autres, notre cerveau, comme je disais tantôt, il est fait pour fonctionner dans un environnement comme quand je dis nature, hein, ça peut être la forêt, évidemment, mais la nature, ça peut être partout. Je vais finir par en parler, mais juste un arbre peut nous donner un contact, une connexion avec la nature, le ciel, mais évidemment, l'immersion dans une forêt ou dans un lieu très naturel où on est un peu déconnecté de la ville puis l'humain, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, juste pour préciser, quand je dis le mot nature, là, il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi la nature? Ce n'est pas une définition facile, simple, c'est une définition qui peut varier énormément d'une culture à l'autre. Mais on va dire souvent que la nature, c'est ce qui pousse tout seul. C'est une force de vie qui n'a pas besoin de notre intervention. Donc, une force de vie, on le sait, hein, la nature, c'est le pissenlit à travers une craque de l'asphalte. Donc, c'est ce qui pousse tout seul, mais tout élément de nature peut nous ramener, nous reconnecter. Même si on a plus de bienfaits quand on est bien entouré en immersion, je dirais. Donc, je vous parlais des capacités cognitives. Je voulais vous parler aussi du silence. Il y a des recherches qui ont été très intéressantes qui se demandaient
comment notre cerveau se nettoie, parce qu'il produit des protéines en travaillant constamment. Comment il se nettoie? On a un système lymphatique dans notre corps, mais le système qu'on appelle glymphatique est un système qui nettoie notre cerveau de ses déchets. Donc, on dit que le silence, le calme, le silence, puis le silence en nature, qui est un silence relatif, évidemment, fait une sorte de douche au cerveau et lui permet de récupérer de sa fatigue mentale. Être en nature, ça favorise aussi la concentration et l'apprentissage. Ça nous aide à être créatifs et à prendre plus facilement des décisions non impulsives. Il y a une recherche intéressante qui a évalué que quand des décisions étaient prises dans un contexte plus naturel, ces décisions-là avaient souvent une dimension plus empathique et plus long terme que des décisions qui étaient prises dans un contexte plus urbain, plus intérieur. Donc, la nature va influencer, le cadre va influencer notre manière de réfléchir. Donc, ça va augmenter, on l'a vu, il y a d'énormes recherches sur l'apprentissage chez les enfants, mais même sur notre apprentissage, la mémoire fonctionne différemment. On va aussi être souvent plus créatif. Je vais vous en parler. Pourquoi ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent va influencer comment notre cerveau fonctionne. Donc, on sait qu'on aurait avantage à se reposer de notre fatigue mentale, ne serait-ce qu'en regardant dehors, ne serait-ce qu'en prenant une pause ou en étant complètement plongé dans la nature. Faire des réunions dehors, on a souvent peur que ça soit dérangeant. Pourtant, ça peut nous amener à plus de créativité. C'est une chose intéressante à retenir. Alors, je vais vous parler des sens, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans une forme de pleine conscience importante dans la nature, dans les sens. C'est notre manière, encore une fois, notre corps reconnaît la nature. Donc, retourner dans notre corps nous aide à y connecter. Le toucher, c'est un des sens importants qu'on a souvent négligé. Notre société a... Puis là, avec la pandémie, c'est pire que pire. Nos sens se ferment facilement. On a tendance on ne touche plus à rien, d'abord, surtout si on n'est pas désinfecté, puis on a peur un peu de toucher à tout. Donc, notre contexte de vie fait que nos sens sont assez fermés. Là, on a un masque, donc on ne sent plus certaines choses. Les sens vont avoir tendance à se fermer dans un environnement urbain. Pourtant, dans un environnement naturel, nos sens vont avoir tendance à s'ouvrir. Si vous allez en nature souvent avec des enfants, ils sont des grands maîtres de la connexion à la nature, les enfants, c'est-à-dire qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Et si on les observe, le toucher, c'est un de leurs premiers réflexes. Ils vont toucher. Ils vont vouloir grimper dans les arbres, ramasser des choses par terre, marcher sur les différentes textures, toucher à tout. Les enfants ont tendance à toucher, mais en nature, quand c'est dans un endroit sécuritaire, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène aussi, qui nous fait du bien. Toucher du bois nous calme. Donc, c'est vraiment une autre recherche intéressante qui nous a dit que le simple fait de toucher du bois brut, donc pas juste un arbre, juste le bois brut, induisait une activité nerveuse parasympathique qui amène une réponse de relaxation. Donc, il y a eu une certaine moquerie autour de faire des câlins aux arbres. Puis, je vous dirais que je faisais pas de câlins aux arbres avant d'étudier tout ça, mais dans le fond, faire un câlin aux arbres, c'est toucher du bois. Ça peut nous amener quelque chose qui nous détend, qui amène de la relaxation. Simplement s'asseoir puis s'accoter sur un arbre, ça peut faire l'affaire aussi. La surface de la Terre est entourée de champs magnétiques remplis de particules électriques. Connectés aux électrons de la Terre amènerait une sensation subjective de bien-être, un meilleur sommeil, une diminution de la douleur. Donc, ça, c'est tout le champ du earthing qu'on appelle en anglais, où on se met à se rendre compte que notre connexion à la Terre aurait des impacts sur notre santé. C'est des recherches qui sont encore en développement, qui sont encore en validation, mais il y en a de plus en plus qui valident que la connexion à la Terre, au sol, aurait de l'impact sur notre santé, sur l'inflammation, etc. Puis, pour en profiter, on peut s'asseoir, on peut se coucher, on peut marcher pieds nus sur le sol. Marcher pieds nus, c'est d'ailleurs prouvé comme étant quelque chose qui améliore le développement moteur, évidemment des enfants, et l'équilibre. Parce que marcher pieds nus va amener plus d'informations
à notre cerveau, à notre corps, sur son équilibre, sur son équilibre moteur. Donc, ça nous fait du bien, mais en plus, ça nous permet de connecter à l'électricité de la Terre. J'allais dire quelque chose. Donc, s'asseoir, se coucher au sol, marcher pieds nus. Donc, quand on est au sol, quand je fais l'activité en nature, d'habitude, je fais cette discussion, conférence-là en nature, puis qu'on se couche au sol, au début, c'est un peu, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de se coucher par terre, surtout en forêt. Puis les gens ne se relèvent plus. Ils ne veulent plus se relever. Ils sont tellement bien. Il y a vraiment une sensation de laisser descendre nos tensions, notre fatigue dans le sol. C'est quelque chose que moi, je me suis mis à faire quand je reviens de travailler avant de me lancer à faire le souper pour mes 3 enfants, puis que j'en ai la chance qu'il ne pleut pas ou que le sol est confortable. Je peux me coucher en dessous d'un arbre, puis ça me fait beaucoup de bien. Se coucher au sol, ça permet d'ailleurs de regarder le ciel. Je ne l'ai pas mis dans la conférence, mais je vais faire un petit détour sur le ciel. On dit qu'on est de moins en moins, il y a des époques où on décorait nos plafonds. Puis il y a des époques où on était majoritairement croyants. De nombreux individus et de cultures sur la Terre étaient croyantes en Dieu. Donc, on avait toute une relation au ciel. Mais on regarde de moins en moins au ciel. On regarde de plus en plus au sol et sur nos écrans. Donc, regardez le ciel, les nuages passés, le soleil, etc., ça nous fait beaucoup de bien et ça nous connecte à quelque chose aussi qui peut être assez apaisant. Donc, on dit qu'on n'a plus bien les pieds sur terre parce qu'on est tout le temps isolé. Nos souliers sont isolés, je veux dire, et on marche sur l'asphalte beaucoup. Donc, quand on a la chance de connecter au sol et au ciel, c'est quelque chose qui peut nous faire du bien. Je m'excuse, je vais aller voir le chat. Je ne suis pas sûre si je n'ai pas manqué quelque chose. Je pense que ça va. Sinon, vous me ferez signe. Donc, voilà. Asseyez-vous, couchez-vous, marchez nu-pieds et jardinez. Ah, mon dernier point sur le toucher. Il y a de nombreuses bactéries dans le sol, dans la terre. J'allais dire dans le sol forestier, mais il y en a partout. Et parmi ces bactéries, il y a une bactérie qui s'appelle la Mycobacterium vaccae, qui est une bactérie que, quand on jardine, entre autres, on va respirer, ingérer en mangeant une carotte. C'est une bactérie qui fait l'objet de recherches pour ses propriétés anxiolytiques et son impact sur l'apprentissage. Pour l'instant, la recherche démontrerait qu'elle augmenterait la mémoire, la capacité d'apprendre et diminuerait le stress. Parmi toutes ces bactéries-là qu'il y a dans le sol, vous savez, dans une poignée de sol forestier, il y a plus de micro-organismes que d'humains sur Terre. Donc, des bactéries dans le sol, il y en a énormément. Et voilà, parmi toutes ces bactéries-là, il y en a des très bonnes pour nous. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que l'humus de la forêt a la même racine étymologique que l'humain et que humilité. Quand on se ramène au sol, ça me ramène. Je pense que ça va nous amener à ma citation. Ah, voilà. Le Lakota est empli de compassion et d'amour pour la nature, le Lakota étant un des peuples autochtones américains. Et son attachement grandissait avec l'âge. C'est pourquoi les vieux Indiens se tenaient à même le sol plutôt que de rester séparés des forces de vie. S'asseoir ou s'allonger ainsi leur permettait de penser plus profondément, de sentir plus vivement. Ils contemplaient alors avec une plus grande clarté les mystères de la vie et se sentaient plus proches de toutes les forces vivantes qui les entouraient. Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect, dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit, amène également à ne plus respecter l'homme. Aussi maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature. J'aime beaucoup cette citation d'un chef. J'ai comme un doute. Lakota Sioux. Je vais valider mon information. Voilà, le sens de la vue. C'est vraiment un des sens. 85% des informations qui arrivent à notre cerveau, que notre cerveau traite, sont issues de la vue. Notre société fonctionne profondément avec le sens de la vue. Au quotidien, je peux beaucoup mieux me débrouiller si je perds le sens de l'odorat que si je perds le sens de la vue.
Pourtant, notre vue est sur-sollicitée. C'est-à-dire qu'on est dans une économie de l'attention qui nous demande constamment notre attention. Les publicités, j'ai le goût de dire le mot bling, mais ce n'est pas ça. Ce qui pop dans notre téléphone tout le temps, tout recherche notre attention. Pourtant, la vue de la nature, ça a un effet complètement différent sur nous. Donc, la vue de la nature, la vue, c'est un des premiers sens qui a été étudié par les scientifiques, disons, des bienfaits de la nature. Et c'est Ulrich qui a découvert que les patients hospitalisés guérissaient plus vite et prenaient moins d'antidouleurs dans des chambres d'hôpital où il y avait vue sur la nature. Donc, tout simplement se rappeler ça, que la vue de la nature a un impact sur nous, peut nous aider à guérir. Donc, dans des moments de guérison, de convalescence, aller en nature, ça peut être important. Et ces recherches-là ont été validées plusieurs fois, puis on en a même fait sur les résultats scolaires des adolescents dans les écoles secondaires américaines, et on a revalidé que les résultats scolaires des ados étaient supérieurs dans des classes dont la fenêtre donnait vue sur la nature. Donc, ce n'est pas banal, une simple vue, ce que ça peut faire sur nous. Et je vous ai dit que notre sens de la vie est surstimulé et que pourtant, la nature ne recherche pas notre attention. C'est ce qui fait que ça va nous faire un effet très différent. Les Kaplan, qui sont un couple de chercheurs, ont découvert qu'ils appellent ça la fascination douce. C'est que la nature, elle nous attire. Elle ne nous demande pas de mobiliser une attention, une motivation intérieure. Elle nous attire. On a le goût de regarder la nature. Donc ça nous repose, ça restaure l'attention et ça diminue la fatigue mentale, cette fascination douce qu'on peut avoir en nature. La lumière naturelle, on le sait, vous le savez assurément, mais je le rappelle parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler constamment, que la lumière naturelle a des impacts sur notre système nerveux, sur notre sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'on sait parce qu'on est un peuple d'hiver, mais parfois on l'oublie quand même. Les fractales. Donc, les fractales, c'est un concept pas très compliqué, mais il faut prendre le temps de l'expliquer. Merci, je vous lis un peu dans le chat, j'adore vos commentaires. Donc, les fractales, c'est des formes qui se répètent à différentes échelles. Une des fractales les plus simples à expliquer, c'est la fougère ou même le brocofleur. Pour moi, ça, c'est un des meilleurs exemples. Le brocofleur, le chou-fleur brocoli, si vous le regardez, vous allez avoir la même petite forme de fleur qui se répète en petit, puis en plus gros, puis en plus gros, puis dans le fond, la forme est faite de multiples formes. C'est la même forme qui se répète à différentes échelles. Dans une fougère aussi, dans la grande tige de fougère, on va prendre une petite tige de fougère, mais c'est comme une répétition de la petite fougère est une répétition de la grande fougère. Je vous laisse explorer les fractales. C'est un concept facile à trouver si vous voulez en apprendre plus, mais les fractales produisent des ondes alpha dans notre cerveau qui amènent un état de relaxation. Donc, en fait, la vue de la nature, c'est une vue assez... les paysages de forêt, supposons, c'est un paysage assez complexe. Il va y avoir des dimensions énormes, différentes dimensions de choses. Il va y avoir les fractales. Et ce paysage complexe-là serait plus riche pour notre cerveau, permettrait... On a même vu les animaux dans des zoos qu'on mettait dans des endroits blancs, aseptisés, voilà, carrés. Et devenaient agressifs, antisociaux, complètement névrosés. Et quand on les remettait dans un endroit qui ressemblait à leur milieu naturel, ils retrouvaient leur bon vouloir, je dirais. Mais nous aussi, on est une espèce, les humains, on est des animaux. Puis la vue de notre environnement, on a pensé que nos bureaux seraient plus faciles à la concentration quand ils seraient blancs et sans décoration, mais non, c'est pas vrai. Donc, les fractales, c'est un des éléments qui crée de la relaxation chez nous. Quand on est en nature, on est aussi souvent dans une vision qui va être plus grand angle, alors qu'au quotidien, on va avoir une vision focale par nos écrans particulièrement, mais même entre nos murs, on a une vision qui est beaucoup plus rapprochée, alors qu'en nature, la vision grand angle, qui est la vision qu'on avait quand il fallait assurer notre survie puis chasser.
Donc, c'est une vision aussi qui va créer, qui va faciliter certaines choses dans notre cerveau. Donc, quand on a besoin de restaurer notre attention, observer des fractales, prendre le temps de regarder dehors, de regarder au loin. Et je vous dirais, pour finir, le bleu et le vert sont des couleurs qui, parce qu'on a toujours vécu, très, très longtemps vécu dans le bleu et le vert, c'est des couleurs aussi qui nous font du bien. Je continue avec les sens. L'ouïe, c'est un élément, l'ouïe, c'est un sens qui est aussi assez sollicité dans notre société. Et on sait que les bruits de la ville stimulent les hormones du stress dans notre corps. Et les bruits, on n'a pas besoin d'être conscient ou dérangé par ces bruits-là pour qu'ils créent des hormones de stress dans notre corps. Donc, on sait que les taux de cortisol peuvent augmenter parce qu'il y a un bruit la nuit, mais nous, on ne le saura pas. On va continuer notre nuit, on va continuer notre journée. On n'est souvent pas très conscient de l'environnement sonore dans lequel on est. Et je vous dirais que depuis que j'ai cette conscience de l'environnement sonore, je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit. C'est même très, très rare de trouver des endroits en Amérique du Nord où il n'y a pas un bruit humain. Même un avion qui passe, même au loin, des voix, des camions, etc. Même en nature, je le remarque de plus en plus, parfois on est dans une magnifique forêt, mais à côté de notre route, on entend constamment les bruits. Ça a quand même de l'impact sur nous. Donc, on a parlé tantôt, au tout début, je vous ai parlé du système lymphatique, donc de la douche de cerveau. Le silence relatif de la nature nous fait du bien au cerveau et va diminuer notre stress aussi. Donc, la recherche a montré que les chants des oiseaux avaient des effets positifs sur la récupération de stress et sur l'attention. Parmi tous les sons de nature, le chant des oiseaux est celui qui a été identifié comme amenant le plus d'effets. Il y a même un hôpital qui utilise les chants des oiseaux un hôpital pour enfants en Angleterre, pour pouvoir calmer les enfants lors d'opérations douloureuses ou dérangeantes. Et ils en mettent dans les corridors, puis ils utilisent lors des opérations ou des traitements. Et le son de l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le son de l'eau, c'est quelque chose que je cherche tout le temps. Si je trouve un ruisseau, je m'y installe. Donc, le son de l'eau est souvent utilisé pour camoufler des bruits dans les aéroports, dans les hôpitaux, pour diminuer la douleur, le stress, puis ça va nous amener un état plus relaxé, moins stressé. Donc, écouter le chant des oiseaux, ça, c'est quelque chose qu'on peut même faire à l'intérieur avec une application, le son de l'eau, dans notre cours, etc. On peut avoir accès au chant des oiseaux. Entendre le crépitement du bois a aussi un effet calmant. Les odeurs de feu de bois, oui, on va venir aux odeurs parce que c'est aussi un élément important. Donc, j'aime ça parce que j'ai une intervention sur le son du bois. Mais en fait, tous les sons qui nous font du bien, moi, je vous dirais que j'ai développé avec cette formation-là une confiance en ce que je ressens. Si ça me fait du bien, peut-être que je peux y faire confiance et l'utiliser plus dans ma vie, dans le sens que j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup mis la nature comme plein air, week-end. Bon, c'est un peu comme c'est un luxe, c'est un bonus, mais ce n'est pas un luxe. C'est pas un luxe, le contact avec la nature. Même que plus on étudie les bienfaits, plus on se demande si au fond, ce ne serait pas un droit fondamental d'avoir accès à quelque chose dont on a autant besoin. Donc, ça, c'est une autre partie qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Donc, quand le son du feu nous fait du bien, oui, il faut écouter ça. L'odorat. Donc, on vient de parler de l'odeur du feu, moi qui me rappelle mille souvenirs. L'odorat, c'est vraiment quelque chose d'associé à la mémoire. Donc, les odeurs sont fortement associées à la mémoire. La plupart des gens ont des souvenirs positifs du contact avec la nature dans l'enfance et les odeurs peuvent réactiver. Quand on étudie la nature, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'archétypes. On associe à la nature plusieurs choses. Évidemment, il y a des... Ah, j'ai un micro qui vient de s'ouvrir. Donc, les odeurs peuvent nous ramener tout de suite dans des lieux ou des expériences qu'on a vécues.
C'est aussi une des raisons pourquoi on aime autant les odeurs de sapin de Noël, par exemple, parce que c'est associé à quelque chose de positif. Ces odeurs-là, entre autres, dans la forêt, il y a dedans des composés organiques volatiles qu'on appelle les phytoncides. Les phytoncides, c'est le langage, ce sont des messages que les arbres émettent entre eux. Les arbres, mais les plantes aussi, tout ce qui est très odorant, c'est parce c'est un langage qui est envoyé à d'autres plantes ou à d'autres arbres de leur espèce. Et les phytoncides ont été reconnus comme favorisant la santé humaine. Quand on respire des phytoncides, ils sont particulièrement présents après la pluie puis quand il fait chaud. Les phytoncides peuvent diminuer la fréquence cardiaque, aider à respirer plus profondément et augmentent, c'est les phytoncides qui augmentent nos cellules tueuses de cancer qu'on appelle anticancers. Donc, ils ont un impact sur notre système immunitaire puis sur notre santé globale. Donc, respirer des phytoncides dans des huiles essentielles a le même effet. On peut retrouver ça à l'intérieur, donc, grâce aux huiles essentielles de conifères. En nature, on le sait que l'air est plus pur. Les arbres filtrent la poussière, filtrent les polluants, agissent comme antimicrobiens. On sait que la prévalence de l'asthme diminue avec l'augmentation de la densité des arbres. Donc, il y a énormément de recherches qui ont prouvé les économies majeures qu'on ferait sur la santé avec végétaliser nos villes. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a des tonnes d'exemples. On le sait pour la dépression, pour l'anxiété, pour beaucoup de maladies, à augmenter le taux, non seulement d'arbres, parce qu'un arbre, c'est toujours utile, mais un arbre dans le milieu d'une allée bétonnée, c'est toujours aussi limité. Mais des petits îlots de biodiversité et de forêt permettraient d'augmenter beaucoup en ville les bienfaits de tout ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant. Donc, quand on prend quelques minutes pour respirer en nature, on respire. On dit aussi qu'on respire avec les respirants. Parce qu'en nature, les plantes respirent, les arbres respirent, les animaux respirent, nous, on respire. Prendre le temps de respirer profondément. Une des respirations, vous en connaissez assurément plein d'autres, c'est la cohérence cardiaque là, qui nous permet de respirer sur un rythme régulier de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Il y a des tonnes d'applications qui nous aident à le faire. Ça va nous permettre de respirer tous ces bienfaits-là dans la nature. Donc, prendre le temps quand on est en forêt ou dans un endroit où on est bien, un milieu naturel qu'on aime, s'installer confortablement, fermer les yeux et prendre le temps de respirer va nous permettre déjà d'être dans un autre état, mais aussi de respirer tous ces bienfaits-là. Pourquoi les personnes allergiques évitent la forêt? C'est sûr qu'il y a les pollens. Donc ça, les pollens, effectivement, ça stimule énormément les allergies saisonnières. Dernièrement, j'ai une fille allergique au pollen. J'étais dans une forêt où il pleuvait presque des pollens. La saison actuelle est très forte. Ça, c'est sûr. Donc, les pollens, c'est, je pense, quelque chose de différent. Ce n'est pas du tout mon expertise, mais moi, quand je parle de l'air est plus pur, c'est vraiment des polluants et de la poussière qui sont nettoyés par les arbres. Mais effectivement, il y a énormément de choses qui peuvent être dérangeantes pour des personnes allergiques. Ça, c'est vrai. Merci pour la question. Donc, j'étais en train de parler de respiration. Voilà. Donc, quelques mots sur la santé mentale, qui est un peu une des choses qui me fascine le plus, sur laquelle je travaille beaucoup pour intégrer ça dans nos programmes pour les enfants et les adolescents. Comment faire comprendre aux enfants et aux adolescents que la santé mentale peut être améliorée par la nature. Donc, on a parlé déjà de la diminution du stress, de la fatigue mentale. Puis, c'est quelque chose que j'ai franchement, sérieusement validé maintes et maintes fois moi-même. Dans un moment de grande fatigue, aller me connecter à la nature va vraiment m'aider beaucoup. Va amener beaucoup de clarté mentale, de clarté d'esprit. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup à prendre un pas de recul. On a dit qu'il y avait moins d'impulsivité dans nos décisions quand on est en nature. Donc, il y a vraiment une plus grande clarté
mentale. La douche de cerveau avec le silence, l'état de pleine conscience que nous apporte la connexion de nos sens avec la nature. Mais en plus, je rajouterais que 90 minutes de marche en forêt amènent une diminution significative des ruminations négatives liées aux humeurs dépressives. Donc, 90 minutes, c'est le temps qui a été calculé pour se rendre compte que ce qu'on appelle les ruminations négatives, qui sont plus liées à des pensées négatives, répétitives, très culpabilisantes ou qui tournent en rond. C'est vraiment des ruminations qu'on va voir diminuer beaucoup, même arrêter après 90 minutes en forêt, dans certaines recherches qui ont été faites. Pourtant, il y a une forme de rumination positive qui va se mettre en marche. C'est-à-dire qu'il y a le mode par défaut de notre cerveau qui, quand on est dans la nature et qu'on est moins justement préoccupé dans nos pensées, ce qu'on appelle hamster, il y a comme un mode par défaut, le mode par défaut qu'on connaît là, sur nos ordinateurs, mais il existe dans notre tête aussi. Le mode par défaut va se mettre à trouver de nouvelles connexions, à être plus créatif dans trouver des solutions à des problèmes rencontrés, mais autrement. Les enfants qui ont été en contact avec la nature lors de leur ontogénie ont moins d'allergies que les autres. C'est la théorie hygiéniste. Merci, Benoît, qui aurait peut-être encore beaucoup de choses à nous dire là-dessus, mais si on a le temps, on pourra en entendre plus, ça m'intéresserait. Donc, les ruminations négatives sont diminuées en forêt, en nature. Pour pouvoir profiter pleinement des bienfaits, il est recommandé de déconnecter technologiquement. Donc, il y a des recherches qui ont démontré que même un téléphone dans la poche va diminuer notre concentration, les bienfaits, comment on va les absorber. On a fait faire le même parcours à une personne qui n'avait pas de téléphone, une personne qui avait un téléphone dans la poche, puis une personne qui parlait au téléphone. Évidemment, la personne qui parlait au téléphone a vraiment beaucoup moins retenu et ressenti les bienfaits, retenu étant aussi retenu ce qu'elle a vu, et la personne qui n'en avait pas, beaucoup mieux. Mais la personne qui avait un téléphone dans sa poche, même sans l'utiliser, avec la simple idée qu'elle pouvait être appelée, a aussi eu moins de bienfaits puis moins retenu ce qu'elle a vu. Donc, c'est une des choses que j'ai à vous dire, c'est de déconnecter. Moi, j'ai tendance maintenant à ne pas amener mon téléphone puis à prendre un moment parce que aussi, ça m'amène à l'autre point, nous sommes des êtres grégaires, donc on est sociaux. On a tendance à connecter aux autres. Quand on va en nature avec d'autres, notre connexion première, elle est avec l'ami, la famille avec qui on est. Pourtant, on manque, c'est ça, on a une priorité de connexion, si vous voulez. Puis quand on y va seul et quand on y va sans téléphone, bien, on a une possibilité de connexion plus grande avec la nature. Des fois, ça peut être dérangeant d'y aller seul parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Alors, ne pas se sentir en sécurité, ça n'aide pas. Ce n'est pas aidant. Donc, on peut y aller avec une personne, si on ne se sent pas en sécurité, avec qui on est bien, mais on va se donner des moments de solitude ou de silence. C'est un peu le conseil que je vous donne là-dessus. Ça va vite, déjà 12h50, mais je termine bientôt. Je voudrais vous dire, j'ai parlé beaucoup de la science, de toutes les recherches, mais ça, c'est quelques recherches. Il y en a encore plein d'autres sur les bienfaits de la nature, mais quelques mots sur la subjectivité. Comme intervenante, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Pourquoi les bienfaits de la nature ont été mesurés objectivement, mais il y en a plein que la science ne peut pas mesurer objectivement. Donc, faire confiance au ressenti, à ce qui nous fait du bien à nous, c'est important. C'est normal d'avoir peur. La nature, ce n'est pas un lieu, juste, j'ai parlé de sentiment de sécurité, tout ça, tu sais, mais c'est pas un lieu si on a génétiquement, on est encore chasseur-cueilleur, c'est qu'on sait qu'il y a des dangers dans la nature. Donc, c'est normal de savoir, de sentir que des fois, est-ce que je me sens bien? Puis, il y a eu tout le paysage cinématographique qui a associé la forêt au film d'horreur, ce qui est assez dommage. Pourtant, c'est ça. Il y a cette vigilance-là qu'on peut ressentir en nature, elle est normale. La peur, bien, on peut la déconstruire aussi.
On peut choisir des lieux où on se sent bien, ça c'est important, mais la peur, elle est parfois associée à de la méconnaissance, entre autres. Pour beaucoup de gens qui viennent de pays où dans la nature, il y a des animaux dangereux puis des serpents venimeux, la nature est automatiquement dangereuse. Pourtant, ici, il n'y a pas de serpents venimeux, mais aussi, il faut choisir des endroits où on se sent bien. Mais écoutez aussi nos peurs qu'on peut ressentir. Quelques mots sur, pour moi, ce que cette formation, cette réflexion-là apporte, c'est dans la crise climatique que nous vivons. Je trouve que la connexion à la nature est un nouvel outil pour parler plus positivement de la nature parce qu'on parle énormément de manière catastrophiste et il y a des bonnes raisons de le faire pour certaines choses. Pourtant, sentir que l'humain est dangereux pour la nature, l'humain tout seul n'est pas dangereux pour la forêt s'il la connaît, il la respecte. Les peuples autochtones sont des grands modèles là-dessus parce qu'on a vu que les zones de conservation qui sont sous la tutelle des peuples autochtones sont mieux conservées que des zones de conservation qui ont été fermées à l'humain. Pourtant, ces peuples-là interagissent avec la nature, pêchent, chassent, construisent, mais en la connaissant et en l'aimant profondément. Donc, cette relation-là affective qu'on peut établir avec la nature est peut-être une autre manière de la protéger et de parler avec les enfants, entre autres, différemment que d'avoir un discours tout le temps très, très, très catastrophique. Donc, parler plus positivement aux enfants et aux jeunes, je pense qu'on est rendu là parce qu'il y a énormément d'éco-anxiété, il y a énormément de sentiments de catastrophe, de désespoir. Et je pense que reconnecter positivement à la nature ne nous empêchera jamais. Au contraire, c'est prouvé que les enfants et les gens qui ont une connexion à la nature vont avoir tendance à la protéger. Une autre chose, quand je parle de subjectivité, c'est la beauté. L'être humain a besoin de beauté. Il a besoin d'inspiration, de mystère, de la force, de la fragilité de la nature pour se rappeler qu'il en fait partie. L'être humain peut trouver beaucoup de sens dans la connexion à la nature. Donc, ça peut amener une connexion à soi et à plus grand que soi, un sentiment dans la recherche de sens, un sentiment de cohérence, d'appartenance qui peut faire beaucoup de bien à plusieurs personnes. Et finalement, vous dire que la nature est riche en métaphores et en réponses pour réfléchir à nos vies, aux événements de vie. Comme intervenante, ça, je trouve que c'est très, très, très riche de faire de l'intervention avec ou dans la nature. Je vous pose une petite question. Comment intégrer dans votre pratique, toute pratique que vous avez, est-ce que vous avez des pistes déjà là, qui ressortent quand vous entendez tout ça sur comment intégrer la connexion à la nature dans votre pratique? Je vais vous lire dans le chat sur cette question-là. Avec des écouteurs sans fil afin d'écouter les webinaires de son jardin, ce qui peut être le cas actuellement? Wow, super! Très bonne idée. Nos téléphones peuvent nous amener dehors aussi. Donner plus souvent des cours dehors, assis dans l'herbe, effectivement. Maximiser la lumière naturelle. C'est pas grand-chose de juste s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Moi, personnellement, j'ai maintenant mis mon bureau face à la fenêtre pour avoir constamment la lumière naturelle. Profiter d'une sortie au parc pour travailler les habiletés parentales, langagières des enfants. On a vu dans les CPE en nature, hein, les enfants qui avaient parfois des défis moteurs se mettent à marcher parce qu'un papillon les attire. Donc, les enfants sont très stimulés par la nature. Ça nous donne beaucoup d'outils. Psychoéducatrice au primaire, nous avons une classe en nature. Je l'utiliserai davantage. Excellent. Énormément de documentation qui existe aussi maintenant sur les forest schools, la pédagogie par la nature. Il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu scolaire là-dessus. En prenant une pause active dans le bois derrière chez moi, au moins une fois par jour. Exactement. Donc, des activités de canot, de pêche avec des enfants de 8-12 ans à l'occasion de parents ou de collègues psychosociaux. Pour moi, là, le grand défi là, où on est rendu, c'est vraiment de prouver que ça, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas de la fantaisie, c'est pas un luxe, c'est pas banal comme impact ce que ça peut avoir. Dernièrement, je prenais une marche avec mes enfants, puis un petit voisin qui est un enfant qui parle toujours très, très fort et beaucoup, 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 puis avec qui il y a beaucoup d'interventions. Puis cette marche-là a été tellement agréable parce que
Il était calme, il courait. Son comportement était complètement différent. Ça valide tout le temps ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas miraculeux, mais ça a un impact pour aider les enfants. Il y a des recherches sur l'impact par rapport au TDAH aussi. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Puis c'est pas encore, tu sais, on ne peut pas dire que la nature remplace un médicament, mais on sait que la nature a de l'impact sur des enfants qui ont un déficit d'attention. Donc, super, merci pour vos réponses. Je vous ai mis là, puis c'est pas il pourrait y avoir d'autres réponses là-dedans, mais je vous ai mis un peu mes pistes de réflexion dans votre pratique et dans votre vie. Faire des interventions dehors ou en nature. Pensez vos projets avec cette dimension-là. Osez sortir vos réunions dehors, vos interventions dehors. Intégrer des habitudes de vie dans vos routines de travail, seul ou en équipe. Je m'excuse, je lis dans le chat, j'aime ça beaucoup ce que vous dites. Donc, un vécu lourd, souvent, et le silence n'est pas connu, il peut être épeurant. Alors, apprendre à être bien dans le silence est déjà un grand pas pour être bien avec soi-même. J'ai entendu que le silence est difficile parce qu'il nous fait entendre notre vacarme intérieur. Donc, effectivement, le silence, ce n'est pas simple à entendre. Mais pour beaucoup de gens, quand on apprivoise la nature, il y a tellement de choses à entendre, il y a tellement comme de... Beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens vont dire qu'ils se sentent moins seuls en nature que seuls dans leur salon. Parce qu'il y a comme une vie, on est habité aussi dans cet environnement-là. Les données financières démontrant le rapport coût-bénéfice des sorties en nature, car investir dans les déplacements vaut amplement les gains en santé. Ce qu'on appelle les services écosystémiques de la nature, c'est vraiment ce qu'on a calculé en dollars de l'impact de la nature sur des tonnes de choses, sur la sédentarité, sur la santé cardiovasculaire, le système nerveux, les maladies, la dépression, l'anxiété, les services écosystémiques de la nature valent des milliards de dollars et ça a déjà été prouvé. C'est le langage d'une société capitaliste, si vous voulez, là, que la nature a vaut combien. Donc ça, il y en a énormément, mais effectivement, dans notre intervention, quand on veut mettre des sous sur des déplacements, c'est sûr qu'on aurait avantage à prouver les bénéfices. J'aimerais ça vous lire encore. Je continue quand même pour terminer, parce qu'il y a des gens qui quittent. Donc, parler aux gens de leur lien à la nature, des bienfaits, de la possibilité dans leur vie de laisser la nature prendre soin d'eux quand ils vont moins bien, quand ils vivent un questionnement, une crise de vie, quand ils sont en convalescence, quand ils sont fatigués, stressés. Il y a énormément de pistes là-dedans. Favoriser l'accès à la nature à ceux qui en ont le moins. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais dans nos sociétés, la nature est particulièrement plus présente, par exemple, en ville, dans les quartiers les plus riches et les grands parcs aussi. Donc, ça, c'est historiquement, sociologiquement assez présent, particulièrement aussi pour les communautés migrantes, les populations les plus pauvres, l'accès à la nature est moins là. Notre accès public étant la CEPAC aussi est payant. Donc, il y a des questions intéressantes à se poser sur l'accès à la nature pour les populations défavorisées. Finalement, intégrer la nature à l'intérieur et dans notre cours, des plantes, des images, des photos, des dessins, des chants, des oiseaux, des sons, les huiles essentielles, le toucher du bois, le toucher de toutes sortes de choses, la lumière naturelle avec les fenêtres et la vue. Puis autour de la maison, rechercher autour de notre environnement, de notre cours d'école, un arbre, un coin où on se sent bien, où on peut amener les enfants, où on peut amener les gens avec qui on travaille. Il y en a souvent plus qu'on pense. Ça ne prend pas grand-chose pour se sentir bien. Moi, j'ai une amie qui a grandi dans les banlieues parisiennes qui me parle des 3 sapins qu'il y avait dans cette banlieue-là, en dessous duquel les enfants se retrouvaient tout le temps. Donc, du plus petit au plus grand, la nature peut être là pour nous. Il y a plein d'habitudes qui peuvent nous aider, comme prendre des marches, se coucher au sol, jardiner, j'en ai déjà parlé, et redécouvrir notre nature locale. On est souvent attiré par les grands parcs puis les lieux majestueux, puis on comprend pourquoi, mais notre nature locale est aussi fascinante, puis ça nous ramène aux insectes, puis aux oiseaux, puis aux plantes qu'il y a autour de nous. Puis prendre le temps en immersion de partir décrocher ailleurs. Expérimenter notre lien à la nature, référence. Et je terminerai avec le petit remerciement à Maxime Légaré-Vézina pour ses photos
un photographe talentueux qui m'a permis gratuitement d'utiliser ces photos. Puis quelques liens que vous avez sur le Centre RBC et nos outils.